Dans une petite ville d'Australie de 11 000 habitants du nom de Lytton, une horrible affaire s'y est déroulée lors du mois d'avril de l'année 2015. Pourtant, la commune de Lytton n'est pas réputée pour y abriter des criminels. La vie est plutôt calme, paisible, et la pire infraction qu'elle ait connue dans le passé était du vandalisme, jusqu'à ce que la tranquillité de ses habitants ne soit bousculée à jamais. Je pense qu'au fil du temps, vous avez tendance à essayer et à ne pas penser à l'événement, à la nature horrible de ce qui s'est passé. Les gens ne peuvent tout simplement pas croire que quelque chose de cette nature s'est passé ici, c'est tout simplement inouï. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter du cas de Stephanie Scott, une affaire qui s'est déroulée en Australie et qui est vraiment horrible. Pour les plus sensibles d'entre vous, je préfère préciser que cette affaire va parler de viol, de torture et de meurtre, donc si vous êtes sensible à ces sujets, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit like, des petits commentaires, n'hésitez pas à nous dire un petit coucou. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Stephanie Scott. Le dimanche 5 avril 2015, Stephanie Scott est âgée de 26 ans, elle est épanouie dans sa carrière professionnelle en tant qu'institutrice et surtout, elle s'apprête à vivre l'un des plus beaux jours de sa vie. Le mariage avec l'homme qu'elle aime, Aaron Leeson Woolley, un jeune homme âgé de 27 ans. Le jeune couple, ensemble depuis le lycée, s'apprête à se marier dans une semaine. Alors, ce 5 avril, Stephanie a prévu de passer sa journée à finir les préparations des futures noces. Comme dans la plupart des mariages, ça demande énormément de préparation, énormément de temps. On commence généralement à faire les préparatifs du mariage 1 an et demi, voire 2 ans avant la cérémonie, surtout lorsqu'on est seul, parce qu'il y a beaucoup de prestataires à gérer en même temps, les invités, le lieu de réception, de quoi générer beaucoup de stress aux futurs mariés qui n'ont pas pris de wedding planner. Afin de faciliter les choses pour sa future remplaçante à l'école, qui sera présente lorsque Stephanie sera en lune de miel, elle décide alors de passer cette journée à l'école de Riverina pour préparer un plan des leçons à venir. La jeune femme, qui est très studieuse, adore prendre soin de ses élèves, donne toujours son maximum pour qu'ils apprennent de nouvelles choses dans de meilleures conditions, et hors de question pour elle que sa lune de miel fasse prendre du retard à ses élèves lorsqu'ils seront face à leur remplaçante. Et puis, par chance pour elle, son fiancé était absent pour le week-end, et c'est donc le moment idéal pour peaufiner les derniers détails, et donc de se rendre à son école. Stephanie a alors envoyé un SMS à son fiancé, Aaron, aux alentours de 11h, pour lui faire savoir qu'elle s'était rendue à son école, pour pas qu'il s'inquiète si jamais il rentrait un petit peu plus tôt que prévu au domicile, rappelant que le soir, elle doit également dîner chez ses parents pour fêter le dimanche de Pâques. La journée se passe, les heures s'écoulent et plus personne n'a de nouvelles de Stephanie, au point où ses parents, Marilyn et Robert Scott, ont commencé à s'inquiéter puisqu'ils ne voient pas leur fille arriver au dîner. Ses parents ont d'abord pensé que la jeune femme qui tombe facilement dans le travail sans relever la tête a sûrement pris du retard, mais le retard s'intensifie au fil du temps qui passe et après plusieurs tentatives infructueuses de joindre Stephanie, ses parents ont commencé à la chercher. Dans le même temps, Aaron, son fiancé, essaie également de joindre sa future femme, lui aussi étant sans nouvelles d'elle depuis plusieurs heures déjà. Lorsqu'il était en chemin pour la maison, il avait passé la majorité de son temps à tenter de joindre cette dernière, et ce, sans résultat. Chaque appel atterrissait directement sur sa messagerie. Le jeune homme comprend assez vite que quelque chose ne va pas, ce n'est pas dans les habitudes de sa femme de ne pas répondre, et encore moins de ne pas répondre à ses appels à lui. Après que l'homme ait attendu anxieusement toute la nuit un appel de sa fiancée, qui n'a toujours pas donné de nouvelles, Aaron, accompagné de ses beaux-parents, décide de contacter la police et se retrouve vite confronté à un autre problème. Stephanie est une adulte, elle a 26 ans et elle est donc libre d'aller et venir à sa guise.
Alors les autorités leur répondent simplement qu'il est tout à fait possible que cette dernière soit partie de son plein gré, suggérant même que puisque la jeune femme allait bientôt se marier, elle avait peut-être besoin de prendre du temps pour elle pour réfléchir à cette grande décision. Toutefois, les parents de la jeune femme leur ont assuré que bien que ça puisse effectivement arriver qu'avant la cérémonie des futurs époux paniquent et aient besoin de temps pour eux, que leur fille n'aurait jamais quitté brusquement la ville sans les prévenir. Puis, rappelez-vous, cette femme est très investie dans les préparatifs de son mariage. À aucun moment, elle aurait lâché en cours de route les derniers préparatifs alors que la date fatidique était en train d'approcher. Responsable et prévenante envers les autres, Stéphanie ne serait jamais partie sans prévenir sa famille ou l'homme qu'elle décrit comme étant l'amour de sa vie. Il est hors de question pour eux que d'imaginer une telle chose. Et plus les policiers en apprennent sur Stéphanie, sur son tempérament, ses proches et ses habitudes, plus ils commencent à croire que ces derniers ont bel et bien raison. Ils décident d'enquêter, puisque au pire des cas, ils auront perdu un petit peu de temps sur les affaires en cours, et au mieux, ils sauveront peut-être la vie de cette dernière. Et donc, il est encore très tôt ce lundi matin de Pâques, c'est une belle matinée ensoleillée, et les policiers se rendent là où la jeune femme avait signalé sa présence pour la dernière fois, l'école Riverina. Entre-temps, la famille de Stéphanie informe les journaux locaux de la disparition de leur fille pour maximiser au plus tôt leurs chances de retrouver cette dernière, en espérant toujours qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. À cet instant, ils pensent évidemment qu'elle a sûrement pu avoir un accident et qu'elle est coincée quelque part en entendant les secours. Ils ne s'imaginent absolument pas à quelque chose de plus grave. Et malheureusement, ils sont à des années-lumière de la vérité. En parlant avec les responsables de l'école, les policiers apprennent qu'un gardien nommé Vincent Stanford avait probablement été dans l'enceinte scolaire la veille, donc le jour où Stéphanie était également. Pensant qu'il pourrait savoir quelque chose sur les allées et venues de cette jeune femme, les autorités décident d'aller le voir directement. Face à l'homme, les policiers lui posent quelques questions sur les interactions qu'il aurait pu avoir avec Stéphanie ce dimanche, auxquelles Vincent répond calmement que, bien qu'il aimerait sincèrement les aider, il ne l'avait pas vue du tout cette journée-là. Il explique qu'il avait passé finalement que très peu de temps à l'école pendant tout le week-end, choisissant plutôt de passer ce temps de repos à faire de la photographie en prenant une pause seulement pour se rendre dans une épicerie du coin pour se prendre quelques petits trucs à manger. D'ailleurs, pour prouver ses affirmations ainsi que sa bonne foi aux enquêteurs, Vincent leur a même fourni le nom du supermarché qu'il avait visité pour qu'ils puissent vérifier son alibi. Et heureusement, les policiers choisissent de vérifier l'alibi du jeune homme. Ils auraient très bien pu le croire sur parole, comme ça arrive malheureusement souvent dans certaines affaires, mais pas cette fois-ci. C'est après avoir vérifié auprès du magasin et appris qu'ils avaient été étrangement fermés à l'occasion du week-end de Pâques que Vincent Stanford est rapidement devenu le centre de l'enquête, puisque l'homme avait menti aux enquêteurs. Ces derniers reviennent alors vers lui reposent des questions sur la veille, demandent également à voir les photos qu'il avait prises cette journée, et suite à quoi Vincent leur remet son téléphone portable sans aucune hésitation. Finalement, peut-être s'était-il simplement trompé dans le nom de l'épicerie, ou peut-être s'était-il juste trompé sur le jour. Peut-être y avait-il été le samedi plutôt que le dimanche. Finalement, est-ce que ça allait vraiment changer quelque chose dans sa déclaration ? Mais alors que les agents défilent dans la galerie de photos du jeune homme, 2 images horribles de ce qui semble être un cadavre humain calciné ont attiré leur attention. Stupéfaits, les agents demandent évidemment à Vincent d'expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça fait sur son téléphone. Alors l'homme se justifie de nouveau en expliquant cette fois-ci que ces images sont des captures d'écran qu'il avait prises d'un film d'horreur. Toutefois, convaincus qu'ils sont face à un tueur de sang-froid, les policiers décident de placer le gardien de l'école en état d'arrestation. Et dès le lendemain, ça a été extrêmement rapide dans cette affaire, un mandat de perquisition est exécuté sur la maison que Vincent Stanford partageait avec sa mère et son frère aîné Allyton. En parcourant la chambre du jeune homme, il découvre, caché, une paire de menottes tachées de sang, un soutien-gorge rouge qui a plus tard été identifié comme appartenant à Stéphanie, ainsi que son jeu de clés délivré par l'école. Sur l'ordinateur de ce dernier, les enquêteurs découvrent également des preuves que quelqu'un,
probablement leur suspect, avait fréquenté des sites permettant de regarder des femmes subir des violences sexuelles. Des exemples de recherches faites par Vincent quelques semaines seulement avant le meurtre dressent un tableau très troublant du gardien. Les termes de recherche comprenaient viol de la mariée, enlèvement de la mariée, mariée vierge brutalement violée par des hommes et un homme musulman viole une enfant mariée jusqu'à sa mort. Après ces recherches, ils sont également tombés sur une vidéo de viol intitulée « Enseignante japonaise coupée et violée en groupe par des étudiants ». La nature de ces recherches est vraiment immonde et montre à quel point l'homme est malsain et surtout dangereux. Et quand bien même ce ne serait éventuellement pas l'assassin de Stéphanie, il est certain que personne ne pouvait laisser cet homme en liberté et encore moins travailler en tant que gardien d'école, puisqu'à ce moment-là, c'est un gardien d'école, mais il n'est pas que sur un établissement, il est sur 6 établissements au total, et qu'il est en contact avec énormément d'enfants et d'adolescents. Fort heureusement, et pour une fois, l'enquête semble avancer rapidement, mais elle ne semble pas prévoir une fin heureuse pour l'instant. Un peu plus tard dans la journée, c'est la voiture de couleur rouge de Stéphanie qui est retrouvée abandonnée dans un champ non loin de Lytton. Bien qu'il n'y ait toujours aucun signe de la propriétaire du véhicule, les enquêteurs savent qu'ils se rapprochent de plus en plus de la jeune femme et du dénouement de cette affaire, commençant à comprendre que la découverte ne sera sûrement pas celle à laquelle ils s'attendent. Du côté de Vincent, malgré les preuves croissantes contre lui, il maintient son innocence coûte que coûte face aux enquêteurs. Il ne s'attendait sûrement pas à ce que ses agents puissent avoir accès à ses relevés téléphoniques du jour de la disparition de Stéphanie, permettant alors aux officiers, avec cette information en main, de se diriger vers une région éloignée où ils pensent que Vincent avait probablement abandonné le corps de la disparue. Nous arrivons alors au vendredi 10 avril, les recherches battent leur plein, l'enquête continue d'avancer et les policiers n'ont jamais été aussi proches de leur but. Ce jour-là, l'ordinateur portable de Stéphanie est retrouvé dans un canal d'irrigation à la périphérie de Lytton, et j'aurais aimé vous dire que les découvertes se sont arrêtées là. Malheureusement, vers 17h, les enquêteurs ont découvert les restes carbonisés de Stephanie Scott dans une région reculée du parc national de Cocopara. C'est une nouvelle évidemment effroyable pour les policiers, mais surtout pour sa famille et son fiancé qui espéraient revoir cette dernière en vie. De plus, ils n'apprennent pas seulement qu'ils ne la reverront plus jamais, mais qu'elle est aussi décédée dans des circonstances effroyables. Le lendemain de la récupération du corps de Stéphanie, sachant que l'étau s'était renfermé sur lui, Vincent Stanford livre une confession complète du meurtre de la jeune femme. Les détails des dernières heures de sa victime étaient un cauchemar qui ont choqué plus d'une personne et dont les images vont rester en tête de tous ses proches. Vincent s'est souvenu qu'il avait su au moment où il avait vu Stéphanie assise seule dans sa salle de classe qu'il allait lui prendre la vie. Comme il n'y avait aucun moyen de savoir combien de temps elle serait sur les lieux, il savait qu'il devait agir rapidement. Se précipitant par la porte, il s'est rendu chez sa mère pour récupérer les articles qu'il avait achetés pour une telle occasion, et il était de retour à l'école dans l'heure, avec ce qu'il appelait son kit de viol avec lui. Au fur et à mesure qu'il entrait dans le bâtiment, il a vu Stéphanie se diriger vers la sortie, les clés à la main. Elle était à ça de pouvoir échapper à son bourreau. En passant, elle avait souri à ce jeune homme et lui avait joyeusement souhaité de bonnes Pâques. Mais dès que la femme lui a tourné le dos, Vincent, comme un sauvage, l'a attrapé par derrière et l'a traîné en lui donnant des coups de pied et en lui criant dessus, en l'amenant dans une pièce de stockage. Une fois à l'intérieur de la pièce, il lui a donné des coups de poing au visage à plusieurs reprises, la frappant à même le sol. Il lui a ensuite menotté les mains et a pris soin de sécuriser la porte au cas où quelqu'un d'autre venait à arriver ce fameux dimanche. Ce qui a suivi, c'est le viol brutal dont il rêvait depuis aussi longtemps qu'il se souvenait. Quand il a fini son acte barbare, il a donné des coups à Stéphanie au niveau du visage, de la tête, environ 30 à 40 fois selon ses dires, avant de lui trancher la gorge. La pauvre femme, qui avait toute la vie devant elle,
et qui allait se marier, a vécu un enfer sans nom des mains de ce gardien que tout le monde pensait complètement inoffensif. Après s'être assuré qu'elle était bien morte, Vincent est rentré chez lui et a mangé tranquillement un petit sandwich et a même bu un café avec sa famille, comme si rien de tout ça ne s'était passé. Un petit peu plus tard dans la soirée, une fois de retour sur les lieux du crime, l'homme a placé le corps de sa victime dans le coffre de la voiture de Stéphanie, qu'il a volé au passage, avant de nettoyer en profondeur la pièce qui était couverte de sang. Lorsqu'il était convaincu d'avoir commis le crime parfait, il est entré chez lui, a garé la voiture dans le jardin arrière afin qu'elle ne puisse pas être vue devant la maison depuis la route, puis Vincent s'est posé un petit coup tranquillement, il a pris le temps de réfléchir à ce qu'il allait bien faire de ce corps, puis a décidé de se débarrasser du véhicule et de ce qu'il contenait une fois qu'il aurait passé une bonne nuit de sommeil. Suite à cette nuit à dormir paisiblement sur ses deux oreilles, tôt le lendemain matin, il a parcouru environ 70 km jusqu'au parc national de Kokobara, avec le corps de Stéphanie dans le coffre, puis a sorti le cadavre de la voiture et l'a posé sur le sol. Après avoir couvert la jeune femme d'allume-feu, il a enlevé les bijoux de cette dernière, dont sa bague de fiançailles, ainsi que ses papiers d'identité, puis a mis le feu au cadavre. Alors que le corps de l'enseignante était consumé par les flammes, il a sorti son téléphone et a pris des photos pour commémorer l'occasion macabre. Pour lui, c'était un petit souvenir de cette joyeuse journée où il a carbonisé le corps d'une jeune femme qu'il avait plutôt violée et frappée à mort. Une fois le feu éteint, il est monté dans la voiture et est revenu vers Lytton encore une fois, comme si de rien n'était. L'homme aurait très bien pu faire une randonnée qu'il aurait été dans le même état d'esprit, c'est complètement affolant. Lorsqu'il était à 8 km de sa destination, il s'est arrêté et a abandonné la voiture volée de Stéphanie dans un champ en se disant que vaut mieux qu'elle soit retrouvée à 8 km de chez lui et de lui en attendant rentrer à pied. Après son récit, les enquêteurs qui désirent en savoir plus quant aux motivations du gardien, du pourquoi est-ce qu'il a assassiné cette pauvre femme, demandent ce qui l'avait motivé à commettre des actes aussi odieux. Et il a simplement répondu qu'il n'avait juste pas le choix de le faire. Il s'est avéré qu'il luttait contre l'envie de tuer depuis, tenez-vous bien, l'âge de 7 ans, déclarant même qu'il avait déjà songé à tuer une enseignante lorsqu'il était enfant et avait même été expulsé d'une école aux Pays-Bas en 2003 pour une violente altercation avec une institutrice dans laquelle il l'avait attrapée par la gorge. L'homme s'est émerveillé du fait qu'il avait tenu aussi longtemps qu'il l'a fait, sans jamais tuer personne, et a expliqué qu'il avait été tellement submergé par l'idée de meurtre à la vue de Stéphanie qu'il n'aurait clairement pas pu s'arrêter, même s'il le voulait. Et je trouve ça vraiment horrible que l'homme se félicite d'avoir tenu 20 ans sans avoir jamais tué personne. Et à ce moment-là, je me demande pourquoi l'homme n'a jamais voulu se faire aider. Pourquoi il n'a jamais été voir un psychologue, un psychiatre, demander de l'aide à des professionnels, parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, il allait finir par passer à l'acte. Je trouve ça vraiment dommage parce que potentiellement, le fait d'aller voir quelqu'un aurait pu l'aider à ne jamais commettre cet acte horrible, et Stephanie Scott serait probablement encore en vie aujourd'hui, mariée avec l'homme de sa vie et avec des enfants. Bref, bien qu'il n'ait pas prévu de faire du mal à qui que ce soit ce jour-là, trouver Stéphanie seule et vulnérable l'avait poussé à agir. C'était maintenant ou jamais, et malheureusement, c'était tombé sur elle. Vincent Stanford a poursuivi en disant que l'attaque extrêmement vicieuse contre Stéphanie lui avait permis de libérer les hostilités refoulées qui s'élevaient en lui depuis des années. Ces paroles ont convaincu les détectives que s'il n'avait pas été capturé maintenant, il aurait sûrement tué à nouveau, puisque après avoir déchaîné le meurtrier qu'il gardait au fond de lui depuis l'enfance, il n'y aurait pas eu de retour possible en arrière. Lorsqu'une psychologue nommée par le tribunal a évalué le meurtrier, elle a appris qu'il possédait une profonde haine pour les êtres humains, une haine qui avait affecté tous les aspects de sa vie. Il a expliqué qu'il avait accepté un emploi de concierge parce que cela lui permettait de travailler à son propre rythme avec très peu de supervision. L'isolement de ce poste semblait parfaitement adapté à ses tendances antisociales.
Le rapport rédigé au profit du tribunal a également noté que l'homme ne pouvait pas supporter d'être touché et reculait de toute tentative, même bien intentionnée, de contact physique avec sa personne. Sa vision du monde qui l'entoure semblait être que la plupart des gens étaient complètement détestables et que le monde se porterait bien mieux sans eux. En donnant au psychologue un aperçu de son état d'esprit très sombre, il a affirmé que l'attaque violente contre Stéphanie avait si peu signifié pour lui qu'il avait à peu près oublié tous les événements au moment où les enquêteurs sont venus frapper à sa porte, comme lorsque l'on oublie ce que l'on a mangé il y a 2 jours. Pour vous dire à quel point pour lui ça n'avait vraiment aucune incidence, aucune signification particulière que d'avoir tué quelqu'un. D'ailleurs, pour montrer à quel point la vie de sa victime n'avait rien signifié pour lui, il expliquera même que peu de temps après la disparition de Stéphanie, il aurait ri lorsqu'il a entendu l'un de ses collègues mentionner qu'elle devait se marier dans quelques jours. Il savait pertinemment qu'elle ne marcherait jamais vers l'hôtel comme prévu parce qu'il l'avait froidement assassinée. Plus il parlait, plus il devenait évident que la personne que Vincent Stanford détestait le plus au monde n'était pas vraiment les autres, mais plutôt lui-même. Il a partagé qu'il s'engageait souvent dans l'automutilation afin de laisser sortir la pression qui menaçait de le détruire à tout moment. Le jour où il a tué Stéphanie, il avait pris la décision consciente de lui transférer toute sa rage en la battant aussi violemment que possible. Un coup d'œil de la part des officiers sur les antécédents de l'homme a révélé qu'il avait toujours été capricieux, explosant souvent de colère quand les choses ne lui convenaient pas. Il avait également été enclin à traquer et à harceler des membres du sexe opposé à plusieurs reprises. Instable et trop détaché émotionnellement pour s'engager dans une relation saine et consensuelle avec des femmes, il les regardait de loin, jour et nuit, essayant de trouver des moyens de les faire siennes. Et bien souvent, c'était clairement sans leur consentement. Bien qu'il n'ait pas agi selon ses impulsions à cet instant, Vincent a admis que dans le passé, il avait déjà traqué une fillette âgée de 12 ans à Lytton pendant plusieurs mois avant de tourner son attention ailleurs. Il s'est souvenu qu'il avait prévu de l'enlever le moment venu, mais qu'il avait, heureusement, abandonné l'idée lorsqu'il a réalisé les répercussions qui lui arriveraient si les choses tournaient mal. Il y avait également eu au moins 2 autres femmes adultes, cette fois-ci, qui heureusement n'ont rien subi de la part de l'homme, qui avait également abandonné ses projets. Bien que ces actions soient effrayantes avec le recul, à l'époque, les cibles potentielles n'étaient pas conscientes qu'elles avaient attiré l'attention d'un homme qui était une bombe à retardement à la recherche d'un endroit pour exploser. Comme vous le voyez, cet homme aurait, je suppose, de toute façon fini, quoi qu'il arrive, derrière les barreaux un jour ou l'autre. Et alors que le gardien s'est retrouvé en prison en attente d'un procès, eh bien son frère jumeau, un jeune homme nommé Marcus, est de son côté également soumis à un examen minutieux de la part des enquêteurs. Les officiers leur avaient déjà parlé une première fois, lors d'une première visite, et l'homme leur avait assuré qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à l'enseignant disparu. Toutefois, après avoir entendu la version des événements de son frère, les enquêteurs ont estimé qu'il n'était probablement pas aussi ignorant qu'ils voulaient qu'il le croie. Ils ont donc amené Marcus pour un interrogatoire le 30 mai, et les détectives l'ont martelé sur ce qu'il est advenu des bagues de Stéphanie, qui n'étaient pas apparues lors de la fouille de la résidence des Stanford en avril. Bien qu'il se soit tenu à ses démentis, les policiers ont pu apprendre de son historique internet qu'il avait cherché des endroits pour vendre des bijoux près d'Adélaïde 4 jours après la découverte des restes de Stéphanie. Et ce n'est pas tout, puisqu'ils ont également découvert une carte de visite dans ses affaires qui a été retracée dans une bijouterie d'Adélaïde où quelqu'un avait mis en gage les bagues de Stéphanie le 9 mai pour la somme de 705 $. Suite à quoi, le 10 juin 2015, Marcus Stanford est arrêté et accusé d'être complice d'un meurtre. Neuf mois plus tard, le 31 mars 2016, Marcus décide de plaider coupable d'avoir vendu les bagues et brûlé le permis de conduire à la demande de son frère, après en avoir pris une photo et de l'avoir sauvegardé sur son téléphone. Bien que Marcus n'ait certainement pas été un saint dans cette affaire, il semblait tout de même désolé pour ses actions lors de son procès,
s'excusant maintes et maintes fois pour son application de la dissimulation de preuves. Bien que ce ne soit pas une excuse, il a affirmé qu'il avait agi uniquement par loyauté envers son frère jumeau. En guise de condamnation pour ses crimes, il a reçu l'ordre de passer les 15 mois suivants derrière les barreaux et a été libéré en septembre 2016 après avoir purgé moins de la moitié de sa peine. Aujourd'hui, Marcus vit avec son père Steven dans une zone rurale très loin de Lytton. Le déménagement avait été motivé par les nombreuses menaces qu'ils ont reçues de la part des habitants, qui les considéraient à présent comme des meurtriers. Bien que la colère du public contre Marcus soit compréhensible, leur père Steven n'avait participé à aucun des actes répréhensibles de ses fils. L'homme était un citoyen respectueux de la loi, qui avait été éloigné des jumeaux pendant une grande partie de leur vie, ayant même coupé les liens avec Vincent après avoir appris qu'il était le tueur de Stéphanie. Mais eh bien voilà, lui aussi était à présent considéré comme un paria. D'ailleurs, l'homme ne lui a pas parlé depuis des années et n'a apparemment pas l'intention de le faire à l'avenir. C'est donc tout de même dommage pour celui-ci qui est un dommage collatéral des actes de ses fils. Quant à Marcus, il a continuellement essayé de faire amende honorable en s'excusant auprès des proches de Stéphanie à chaque occasion, insistant sur le fait que s'il pouvait revenir en arrière, il agirait différemment et c'est tout ce qu'on peut lui demander. En juillet 2016, Vincent Stanford a plaidé coupable de meurtre, d'agression sexuelle aggravée et de liaison corporelle devant la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud. Le 14 novembre de la même année, il a été condamné à perpétuité pour meurtre, dont 15 années supplémentaires pour viol aggravé. Les juges ont déclaré lors de la clôture que le manque choquant de remords du tueur avait pesé lourdement dans leur décision. Bien que la libération conditionnelle soit techniquement possible à l'heure actuelle, les experts juridiques conviennent qu'il mourra plus que probablement en prison. Du côté de la famille de la victime, comme si les Scott n'avaient pas assez souffert, 3 semaines après la condamnation de Vincent Stanford, le père de Stéphanie, Robert, a été tué dans un accident dans leur maison de campagne de famille. Dans une cruelle tournure du destin, il a été frappé par un arbre qui tombait alors qu'il nettoyait une zone boisée. L'instituteur, comme sa fille, à la retraite âgée de 59 ans seulement, est décédé à cause de l'impact. Et l'affaire ne s'est pas non plus totalement arrêtée là, puisque croyant que le meurtre de Stéphanie aurait pu être évité, ses proches ont intenté une action civile contre le département d'éducation de la Nouvelle-Galles du Sud, ainsi que contre l'agence tierce qui avait sous-traité Vincent Stanford. Leur objectif ultime n'était pas du tout un gain financier comme certains pourraient le croire, mais plutôt de veiller à ce que des méthodes d'embauche plus strictes soient mises en place pour s'assurer que les personnes qui représentent un potentiel danger pour les autres ne passent pas entre les mailles du filet. L'affaire aurait été réglée en 2021, soit il y a déjà 2 ans, bien que les conditions n'aient pas été divulguées au public. Pour leur part, les représentants de l'école ont noté qu'ils avaient effectué une vérification des antécédents criminels du gardien et que celle-ci semblait complètement claire. Malgré ça, ils ont tout de même accepté de suivre des lignes directrices plus strictes à l'avenir pour tenter d'éliminer les mauvais candidats, bien que l'on sait que malheureusement, la tête de l'assassin n'existe pas. Alors certes, je suis d'accord, certains ont effectivement, quand on les voit, on se dit qu'ils avaient bel et bien la tête du meurtrier, mais en règle générale, c'est monsieur et madame tout le monde. Si ça se trouve, votre voisin a tué 5 enfants et personne ne le sait. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des criminels qui ont vraiment la tête de monsieur tout le monde. Il n'y a pas une tête d'assassin, un profil fixe de ces personnes. Et donc, eh bien, à tout moment, monsieur tout le monde peut se révéler être un tueur de sang-froid. Donc, même si ils vont faire en sorte d'être un peu plus pointilleux sur le recrutement des personnes, nous ne sommes jamais à l'abri que le professeur d'anglais décide demain de faire une tuerie de masse dans un lycée. Alors moi j'ai tout de même quelques petites questions à vous poser avant de finir cette vidéo. C'est pensez-vous que ce meurtre aurait pu être évité avec un meilleur processus de recrutement? Devrait-on également mettre des tests psychologiques à chaque entretien pour tout le personnel de l'éducation? Et c'est donc tout pour l'affaire de Stephanie Scott, et j'espère que cette affaire vous aura vraiment intéressé, parce que pour ma part, ça a été le cas. Je trouve cette affaire vraiment
horrible, évidemment, ce qui est arrivé à Stephanie Scott et à Aaron. D'ailleurs, horrible pour lui d'avoir perdu la femme qu'il allait épouser dans une semaine de cette manière-là. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il a depuis retrouvé l'amour, il va se marier, avoir des enfants. Donc je suis très content pour lui qu'il ait réussi à refaire sa vie après cet événement horrible qui s'est passé dans sa vie. Mais voilà, quand j'ai vu cette affaire, je me suis dit que j'allais vous la raconter parce que je la trouvais vraiment intéressante et surtout les questions que l'on peut se poser quant au personnel de l'éducation et des processus de recrutement étaient très intéressants et je me suis dit que sûrement plusieurs d'entre vous allaient être ravis de pouvoir répondre à ces questions dans les commentaires. Donc sur ce, je vous laisse à vos réflexions, à vos commentaires, j'ai hâte de vous lire dès ce soir et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, ciao!